Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir Nadia Domek, qui est la CIO de Paynov. Comment vas-tu, Nadia? Écoute, d'abord, Jean, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très honorée aussi. Je vais bien, ça va. L'été s'est bien passé. Donc là, maintenant, c'est la rentrée. À partir de demain, il y a un grand salon qui va avoir lieu. C'est le Paris Retail Week, dans lequel donc je vais être présente. Voilà. Donc le travail continue et plus que Ouais. jamais. Grosse actualité pour toi. On sait que voilà, tu es une femme qui est très, très demandée, très débordée. Tu as beaucoup d'activités. Donc, merci de nous faire l'honneur de nous laisser de ton temps pour justement pouvoir t'exprimer sur la chaîne Token Talkers et expliquer à nos auditeurs tout ce que tu fais parce que voilà, tu as une activité chargée, tu fais beaucoup, beaucoup de choses et on est trop impatient de t'écouter. Nadia, est-ce qu'on peut commencer par une petite question? Est-ce que tu peux nous expliquer quel a été ton parcours avant justement de fonder Paynov? Par quoi tu as commencé? Comment tu en es venu à fonder cette activité, cette société? C'est ça. Alors, écoute, moi, je suis vraiment très passionnée par tout ce qui est technologie financière et Ok. donc la monétique en général, puisque j'ai débuté, je suis ingénieure de formation. J'ai débuté ma première carrière, mon début de carrière chez Ingenico. J'étais la 8e chez Ingenico. C'est pour te dire Wow. que ça remonte à un moment. Ingenico, donc leader mondial aujourd'hui des terminaux, les terminaux de paiement électronique et connu mondialement. Et c'est là où j'ai débuté ma carrière parce que j'ai découvert cette activité qui s'appelle la monétique, qui sont en fait les moyens de paiement qui nous incombent à tous, puisque quand on veut acheter n'importe quoi, il faut payer. Et si tu payes, c'est toi, tu payes en carte bancaire, soit tu payes en espèces, soit en chèque, soit maintenant, bientôt, avec la crypto. Voilà. Donc, Crypto. c'est ça vraiment mon parcours de début. Et après, j'ai fait le GIE carte bancaire, où j'ai lancé un projet, très, très joli projet aussi, de paiement sur GSM à l'époque, pour donc l'utiliser dans les taxis, tout ce qui était mobile en fait à l'époque. Voilà. Génial. Donc, je l'avais fait avec France Télécom Mobile, De La Rue et Motorola et les banques françaises, bien sûr. Voilà. Et par la Génial. suite, ouais, merci. Et puis par la suite, j'ai rejoint le groupe Canal+. Et là, du coup, j'étais directeur e-commerce et sécurité du groupe, où là, j'ai plutôt œuvré dans tout ce qui était contrôle d'accès, parce qu'il y avait l'accès à la carte, donc au décodeur qui était Mhm. cette époque-là, très hacké. Et donc, j'ai dû travailler sur la carte à puce, donc la carte d'accès qui a permis qui nous a permis donc de changer 3 millions de décodeurs, 3 millions Wow. de cartes. C'était quelque chose de très, très important parce que sans cela, Canal+ était en train de sombrer malheureusement par le hack au niveau européen, voire même africain, puisque c'était Ah plutôt, oui. ça venait plutôt de l'Afrique. Voilà. Et une fois que j'ai fini Canal+, j'avais fini ce que je devais faire. Si, j'ai lancé le PMU, par exemple, le jeu du PMU depuis son décodeur, au Kidam, au Monsieur Tout le Monde. Pareil, Bravo. c'était un projet assez ambitieux, sympa, où on permettait donc à partir d'une carte bancaire de recharger un porte-monnaie et la personne jouait au PMU. Et une fois qu'elle avait fini, elle rechargeait, etc. C'était puisque l'administration interdisait bien sûr qu'on joue directement avec sa carte bancaire. Voilà. Et après tout cela, écoute, j'ai racheté une entreprise cette fois-ci qui s'appelle Datronic, qui D'accord. s'appelle toujours Datronic, et elle est plutôt éditeur de logiciels spécialisée dans le cinéma, la billetterie de cinéma. Et notamment, j'avais comme client UGC, j'avais comme client euh, des grands de l'exploitation française, et voire même Navarre, puisqu'on a installé aussi un cinéma à Abidjan, par exemple, un Wow. cinéma, ouais, un multiplex, très très joli multiplex à Abidjan.
Et aussi sur à l'île Maurice, où on a équipé 3 multi-sites de cinéma en billetterie. Donc, en fait, c'était logiciel de billetterie et de confiserie. Hein. Donc, comme ça, quand tu rentres dans le cinéma, sur les bornes, sur les caisses, tu peux acheter ton billet. Et à la confiserie, tu pouvais acheter tes pop-corn, tes bonbons, tes boissons, etc. Voilà, ça c'est donc Génial. dans la billetterie de cinéma. On était aussi dans la restauration collective. On équipait donc les centres de vacances d'EDF, par exemple, pareil, en logiciel de gestion de la restauration collective. Hein, c'est-à-dire, tu rechargeais à l'époque, depuis ces et encore, c'est toujours vrai d'ailleurs, soit tu as les cartes Sodexo, enfin les cartes de petits restaurants, hein, Sodexo, soit les Edenred, etc. Soit par exemple EDF avait sa propre carte qui permettait à ses salariés de la recharger avec une carte bancaire et elle devient donc une espèce de token, hein, donc de porte-monnaie, et ça te permettait, quand tu arrivais dans un restaurant d'entreprise, Dépenser. de dépenser. Et si jamais tu n'en avais pas assez, tu rechargeais ta carte bancaire, etc. Donc voilà, donc c'était vraiment nos activités phares. Et la troisième activité que j'avais, c'était d'équiper les magasins de primeurs tels que, par exemple, le Grand Frais, hein, tu vois, qui sont des magasins 2000, 3000, 4000 mètres carrés de surface et qui hébergent des poissonneries, des boucheries, des charcuteries, des légumes, bien sûr, hein, fruits et légumes, et en même temps aussi du fromage, etc. Donc à la coupe, enfin bref, tout ça. Donc nous, on gérait toute l'informatique des magasins, hein, des magasins clients, bien sûr, avec donc toute la partie gestion des stocks, gestion des commandes, gestion de la fidélité, etc., etc. Voilà. Donc, on avait vraiment un produit, un logiciel qui répondait à toutes ces demandes. Et on était agréé, bien sûr, par le CNC pour la billetterie de cinéma, le CNC, le Centre national de cinématographie, où là, du coup, tu étais obligé, puisque il y a quand même ce qu'on appelle la TSA, qui est une taxe spéciale pour le cinéma, etc. Donc, il fallait être vraiment agréé pour pouvoir se faire. Et pour les magasins, eh ben, pareil, il fallait être agréé par Bercy pour toute la problématique de TVA qui a été demandée à partir de 2016, etc. Voilà. Donc ça, c'était donc une intermède, je dirais, un intermède de rachat d'entreprise. Donc je l'ai acheté, je l'ai développé et je l'ai revendu. Donc je l'ai acheté en 2008 et je l'ai revendu en 2019, fin 2019, à un Ah groupe oui. qui voulait donc se développer parce que les agréments sont importants, hein, dans ces métiers-là, parce que on a quand même mis du temps, de l'argent. Donc, les gens, les entreprises qui rachètent, comme ça, elles sont Ils directement récupèrent ça. et Bah oui. récupèrent ça. Voilà. Mhm. Donc, j'avais vendu donc en 2019, et puis je me suis dit, qu'est-ce qui reste encore à faire dans le milieu du paiement? Et j'ai découvert la crypto. Malheureusement, je ne l'ai pas découvert très tôt. Hein. J'avais mon fils qui minait, et il ne m'avait pas dit. Hein. Il était à l'école, il était au lycée. Il avait même fait un site de streaming. Ok. Ah oui, un site de streaming de films où il se faisait payer en Bitcoin. Et là, on est en 2013, 2014, il devait avoir 13 ans, tu vois, genre comme ça. Voilà. Incroyable. Ah oui, et malheureusement, j'ai pas su, enfin, j'étais tellement sous l'eau avec le rachat, le développement, etc. Donc, j'ai pas fait attention, tout simplement. J'ai pas fait attention. Donc, écoute, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, j'ai découvert ce milieu et j'ai dit, tiens,
Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui en ont plein les poches de crypto et certainement, ils veulent le dépenser, cet argent-là, ils veulent le dépenser dans le quotidien, dans nos magasins, chez nos commerçants, etc. Et pourquoi je ne fais pas une solution qui leur permettra justement à ces gens d'aller dépenser cet argent chez les commerçants? Comme ça, les commerçants reçoivent des nouveaux clients, changent je dirais, de paradigme puisqu'ils accepteront de la crypto, voire ils accepteront aussi de l'euro puisque je leur fais aussi l'échange en euros dans le commerçant. Donc voilà, comme ça, tout le monde a gagné. Ceux qui en ont, ils peuvent aller le dépenser dans les magasins et sur les sites marchands, etc. Et puis, ben, pour ceux et pour les commerçants, ils gagnent des nouveaux clients. Ils sont complètement hype dans les mouvances de crypto, etc., Web3. Et donc, du coup, ça leur fait une nouvelle activité ou en tout cas, comment dire, une nouvelle façon de… l'argent. Voilà, exactement. D'aider les clients. Et aider les clients, oui, tout à fait. C'est génial. C'est Exactement. génial. Et donc, Voilà. du coup, ta vision derrière. Alors, déjà, bravo pour ton formidable parcours. Incroyable. Merci. Je dirais que tu as eu 1000 vies. Franchement, bravo pour tout ce que tu as fait. C'est assez incroyable. Merci. Du coup, si on peut aller un peu plus dans la vision derrière Paynov, c'est vraiment de pouvoir faciliter aussi bien les clients détenteurs de crypto que les commerçants voulant proposer un nouveau système de paiement, de pouvoir encaisser de l'argent. Et donc, du coup, les principales missions de l'entreprise, est-ce que tu peux nous les dire? Écoute, la principale activité, en tout cas, ou idée et vision, c'est de démocratiser la crypto En même temps. dans notre quotidien. Aujourd'hui, c'était un gros mot de parler de crypto. Là, aujourd'hui, sur BFM, sur les journaux, etc., ça y est, la crypto est devenue, quand tu vois la réserve américaine, la Bank of America, qui a plus de 5% de son stock, de sa trésorerie en Bitcoin, ça veut dire quand même quelque chose. Là, Trump est en train de dire que s'il arrive, c'est le Bitcoin, etc. Donc, la crypto aujourd'hui, malgré tout, même si on met tous les bâtons, ou en tout cas, si on essaye de faire, surtout en Europe, parce que c'est l'Europe qui est… malheureusement, elle est très conservatrice en termes de crypto, parce que d'ailleurs, je ne comprends même pas, c'est pas, a priori pour moi, la crypto, c'est un autre moyen de paiement, c'est un autre moyen de paiement et une autre monnaie, en fait, tout simplement. C'est une monnaie qui va rester, qui est parallèle au système d'aujourd'hui. Quand tu vois aujourd'hui tous les systèmes de monnaie locale qui existent dans le monde, même ici en Europe et même en France. Il y a des mairies qui se mettent à émettre des monnaies locales pour pouvoir permettre aux petits commerçants du bourg de pouvoir être payés, etc. Donc, franchement, la crypto, pour moi, et aujourd'hui, attends, il y a quand même plus de 12% de Français qui en ont, qui détiennent. C'est fou, de la crypto, alors qu'il y a à peine 6% qui ont des actions. C'est pour te dire qu'il y a plus de détenteurs de crypto que d'actionnaires de grosses sociétés en bourse. Mais oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est un nouveau métier, une nouvelle façon de voir les choses, mais non, parce qu'il y a dedans… C'est aussi un investissement. C'est un vrai investissement. Le monde entier, c'est pas juste la France, c'est pas juste l'Amérique, c'est le monde entier qui en parle. Il y a aujourd'hui plus de 500 millions de wallets sur le marché mondial. C'est énorme.
C'est énorme. Allez, si on est 4 milliards ou 5 milliards, je ne sais plus combien on est exactement, ben, ça commence à compter. Ça Ouais, commence à totalement. compter. Eh oui. Donc, c'est pour ça. Et il faut donner le temps au temps parce que la crypto est devenue aujourd'hui, c'est un moyen de. Moi, je la considère comme un moyen de paiement, mais aujourd'hui, c'est un investissement, certes, hein. Mais c'est génial ça, Nadia, tout ce que tu fais. Franchement, c'est la folie. Bravo encore une fois, Nadia, pour tout ce que tu fais. C'est quand même formidable. Moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est comment tu fais pour expliquer aux commerçants, on sait que des fois, ils sont un peu réfractaires à la nouveauté, au système de paiement, et aussi qu'il y a beaucoup de commerçants qui veulent recevoir du cash, qui veulent éviter la traçabilité. Enfin voilà, je pense que tu connais le sujet largement plus que moi. Comment tu fais pour leur expliquer que justement les cryptos, c'est quelque chose de très intéressant pour eux, qu'il y a des avantages et comment tu fais pour les convaincre? Ben écoute, c'est vrai, c'est une très bonne question. Je te remercie déjà de me la poser parce que c'est là où c'est le nerf de la guerre en fait, hein. C'est là, il Ouais. faut absolument réussir justement pour qu'on réussisse le paiement, il faut que les commerçants soient avec nous, que les clients, bien sûr, les end users soient avec nous. Donc tout le monde doit jouer le jeu, je dirais, et participer à cette belle évolution, voire même révolution, hein, puisque pour moi, c'est une vraie révolution qui nous attend, hein. Elle débute, mais elle est pas finie. Donc, il y a les deux types de commerçants. Il y a ceux qui sont déjà convertis eux-mêmes, qui en ont entendu parler, qui ont vu que la crypto, c'est un nouveau moyen de paiement, etc. Ceux-là, Mmh. je dirais, alors, soit ils viennent d'eux-mêmes, parce qu'ils ont entendu et Pierre, Paul et Jacques, soit tout simplement, nous, une fois qu'on les a approchés, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ah oui, moi je vais tenter, pourquoi pas, c'est quelque chose que je voudrais essayer. Justement, moi je veux que mon magasin ou mon restaurant ou mon site devienne une référence et je serai le premier. Tu sais, par exemple, j'ai eu un premier client qui était un coiffeur. Il voulait Oh, absolument être le premier coiffeur et premier artisan en France à accepter de la crypto. Donc, il génial. fait tout un tapage, on l'a ouvert, c'était un 28, un 28 juin, donc pas l'année dernière, mais juste l'année d'avant, non, 2023. Il a ameuté toute comment dire, les journalistes et tout ça pour être le premier magasin qui accepte la crypto. Et je t'assure que le jour J, il avait mis donc sur sa devanture et tout ça. Ici, on prend la crypto. Il a fait Oh, tout trop un, cool. ouais, tout un truc assez sympa. Et il y avait des jeunes qui rentraient dans son magasin et lui ont dit: ah bon, vous prenez la crypto? Eh ben, vous allez me faire une coupe ou alors la barbe et je paye en crypto. C'était Mais génial. extraordinaire. Ah, je t'assure, c'était génial. Donc, c'est pour te dire, ça dépend des commerçants. Il y en a certainement qui sont comme celui-là, comme ce client-là, qui sont vraiment assez pushing. Ils aiment bien les nouveautés, ils aiment bien tout ça. Ils veulent parler d'eux aussi, hein, parce Ouais, que, totalement. hein, bien sûr, plus on parle d'eux, plus les gens viennent les voir. Et puis, tu as justement les autres qui sont réfractaires. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils entendent des vertes et des pas mûres sur la crypto. Oui, mais voilà, c'est pour le dark web, c'est pour les Blanchiment d'argent, financement du euh, terrorisme. voilà, toutes ces choses-là. Et puis la presse en rajoute, et puis nos amis, tous rajoutent une petite couche, ce qui fait que ils ont peur. Et donc, pour réussir à les rassurer, eh ben, il faut aller les rencontrer. Leur faire, alors, donc, soit par exemple, on organise par exemple des après-midi ou des soirées, on les invite pour qu'ils viennent écouter la bonne parole. Il faut prêcher la bonne parole, en tout cas. Hein, discuter avec eux, leur expliquer, leur faire des démos, leur mettre en place même la solution pour des tests, leur expliquer que tout ce qu'on vous raconte dans les médias, ou en tout cas sur la place, c'est pas tout à fait vrai parce que plus sûr que la blockchain,
Il n'y en a pas. Aujourd'hui, la blockchain est utilisée pour tout ce qui est traçabilité. Chez LVMH, aujourd'hui, les sacs Vuitton, les chaussures de Louboutin, etc., sont aujourd'hui sérialisés et gérés par la blockchain pour être sûr qu'il n'y a pas de trafic de choses. Donc, la blockchain, c'est une vraie technologie d'abord d'aujourd'hui. Elle a existé, mais on n'en a pas parlé de la sorte. Et puis surtout, c'est une vraie technologie de demain. Hein. Donc, à partir de là, on leur explique, bien sûr, un client qui se présente dans votre magasin, eh bien, il est passé par le forfaiting du liveness, etc. Il a donné sa carte d'identité, il s'est enregistré proprement, comme dans une banque. Donc, il n'y a aucune raison pour qu'on doute. Et puis, l'argent qu'il a acheté, ben, aujourd'hui, surtout aujourd'hui, peut-être que dans les années avant de 2015, 2016, c'était un petit peu plus souple, on pouvait acheter avec des montants assez importants. Mais en tout cas, on achetait quoi? On achetait à partir de sa carte bancaire. La carte bancaire était déjà un élément déjà sérieux, donc on ne pouvait pas acheter comme ça de la crypto de n'importe quelle manière. Donc en fait, on explique aux commerçants que l'argent qui arrive, et en plus, nous, dans notre solution, chez Paynov Labs, c'est que ce qu'on fait, c'est que nous, si le commerçant nous demande, par exemple, de vérifier à l'euro près d'où vient la genèse de la transaction, on est capable de remonter avec, on travaille avec des partenaires du métier qui sont qui analyse en temps réel les transactions donc, du client. Donc, en fait, on sait que c'est de l'argent qui est propre. Et puis, le moindre soupçon, nous, on est capable de remonter ça à Tracfin. Donc, en fait, on leur explique tout ça. On leur dit, voilà, c'est comment dire, c'est d'une manière tellement transparente qu'ils n'ont aucun doute sur la question. Et que quand ils reçoivent 100 euros, c'est 100 euros. Ou un bitcoin, c'est un bitcoin. C'est pas ni moins ni plus. Bien sûr, si c'est de la crypto classique, c'est-à-dire bitcoin et compagnie, bien sûr, c'est soumis à la volatilité de la transaction, du cours, hein, comme une action. Hein, on achète une action le matin, l'après-midi, elle est moins, elle est plus. Voilà, c'est la vie. Alors, après, ceux qui ne connaissent pas très bien, ils peuvent partir sur des stablecoins, par exemple, pour être tranquille le temps qu'ils commencent à rentrer dans le système et comprendre comment ça marche. Et à partir du moment où ils ont du stablecoin, ils peuvent racheter du bitcoin, l'ether, etc. Ou tout simplement, ils n'ont pas vraiment envie de rentrer dans ces discussions-là. Et notamment, on a eu des grands de la place qui, eux, voulaient absolument, oui, d'accord, ils acceptent les cryptos, mais par contre, eux, leur DAF, hein, la direction financière, leur demande d'avoir que de l'euro. Donc, vous débrouillez, mais je veux de l'euro. Ben, on a fait donc la conversion. Ce qui fait que ce type de clients, ils reçoivent quoi? Ils reçoivent de l'euro. Ça veut dire que, par contre, ils permettent à des clients qui ont de la crypto de venir quand même acheter chez eux. Donc, voilà. Donc, tu vois, donc on a je dirais les trois typologies, enfin les deux typologies, ceux qui veulent vraiment avoir de la crypto et ceux qui veulent garder la crypto et ceux qui veulent la convertir. Écoute, nous, on est des simples éditeurs de logiciels, on est capable de faire de proposer toutes ces solutions. Et donc, a priori, il n'y a pas de problème. C'est un moyen comme un autre de payer son produit, ses achats. Voilà. Et pour un commerçant, ça ne change pas grand-chose en vrai. Bien, c'est un nouveau système de paiement qui facilite beaucoup de clients, des jeunes, mais aussi des moins jeunes. On sait qu'il y a de plus en plus, tu le disais juste avant,
d'utilisateurs de crypto-monnaies. Donc, en gros, le client qui est détenteur de crypto, il peut payer en crypto. Lui, ça, c'est un moyen de paiement supplémentaire. Et après, le commerçant, il décide soit de recevoir de la crypto, soit que ça soit converti automatiquement donc par Payinov, j'imagine, pour que C'est lui ça. reçoive directement sur son compte des euros. C'est ça, C'est exactement. Donc, en fait, fantastique. pour lui, oui, c'est recevoir des nouveaux clients qui, peut-être, s'il n'a pas mis ici, on accepte la crypto, ou sur son site, j'accepte la crypto, ben, il ne serait pas venu chez lui, il serait venu chez le voisin. Parce que le voisin, mais aujourd'hui, combien de sites ont de la crypto? Ben, il n'y en a pas des masses. Nous, on a un voyagiste, donc une agence de voyage. Hein. Ils ont fait d'ailleurs leur première transaction cet été en Matic. Hein. Donc, ils ont eu, je crois, un montant de 15 000 euros parce qu'un voyage à 3, 4, etc., dans des pays lointains, etc., ben, ça chiffre. Hein. Donc, ça, celui-là, donc on vient de l'avoir. On a une société aussi de jeux en ligne, de jeux qui acceptent la crypto et l'Ether, ils marchent d'enfer chez eux. On a un client qui, lui, c'est une boîte qui s'appelle Jurybox Labs, qui permet d'acheter en crypto des cartes cadeaux pour permettre aux jeunes entrepreneurs d'utiliser ces cartes cadeaux pour procéder aux formalités, pour payer les formalités techniques, administratives et tout, pour monter une entreprise, hein, donc des startups. Donc voilà, par exemple, voilà, on a le coiffeur, on a un restaurateur qui se trouve rue de la Boétie, donc il s'appelle donc le quoi déjà? Enfin, il est sur notre site. Hein, si vous voulez aller revoir tout ça, il y a notre site. Hein, c'est payinov.io. Donc voilà, vous pouvez aller visiter notre site. Hein, donc Payinov. Ça y est, on le voit en bas, Nadia, déjà de l'écran. Ah oui, voilà, exactement. Voilà. Donc du coup, merci, exactement. Donc du coup, si tu veux, c'est très simple parce que on a mis vraiment, je dirais, en démocratisant, on l'a utilisé d'une manière très simple. Dans les terminaux de paiement, par exemple, tu arrives dans un magasin, soit c'est son terminal de paiement en Android qui est doté de notre application, soit il a un terminal, son téléphone iOS ou Android, Apple, donc, ou les autres, et il a notre application embarquée dedans. Sur notre site, sur le site du commerçant, que ce soit du PrestaShop ou du WooCommerce ou même des API maison, on leur met à disposition un plugin, ce qui fait que tous se retrouvent avec le même, je dirais, la même application simplissime. En fait, tout simplement, tu achètes un pull à 100 euros. Le commerçant te demande comment voulez-vous payer. Je veux payer en crypto. Dans ce cas-là, le commerçant va générer donc un QR code pour la crypto que lui. Par contre, c'est le commerçant qui décide, bien sûr. Nous, on donne la main vraiment au commerçant pour qu'il devienne libre. Parce qu'aujourd'hui, quand tu rentres dans un magasin, il te dit, ben, moi, je ne prends pas la carte bancaire, ou alors moi, je ne prends pas le chèque, ou alors, ben, c'est lui qui décide tout compte fait. Donc, nous, on lui donne la main encore une fois, on le rend libre. Et du coup, ben, une fois ils se sont mis d'accord entre eux, ben, il appuie sur le je valide, un QR code est généré, le client avec son wallet scanne le QR code, valide. Alors nous, on vérifie quand même qu'il a de l'argent, que c'est la bonne blockchain et que tout va bien. Et une fois que tout va bien, on a trois points qu'on rend en vert si tout va bien. Et à partir de là, bah, il valide la transaction, c'est-à-dire il la signe. Lui, il est débité aussitôt de son wallet et le commerçant est crédité
aussitôt sur son wallet s'il a décidé de prendre la crypto comment dire, en direct. En Parce direct, qu'on ok. on lui a créé aussi un wallet avec un KYB, etc., chez nos partenaires. Et Super. une fois que son wallet est crédité, s'il souhaite le convertir en euros, eh bien, on lui a créé aussi un compte bancaire interne à notre, puisque nous travaillons avec un VASP européen, donc l'argent, l'euro est converti aussitôt sur son compte wallet, Voilà. son Oui. compte en ligne, d'accord. C'est un compte avec lequel il pourra disposer d'une carte bancaire, il pourra disposer d'un IBAN, FR, etc. Donc tout est simple. Et s'il souhaite par contre son argent de ce wallet-là, je dirais, cet euro-là, il veut le sortir et l'envoyer à la BNP ou la Société Générale ou l'autre, ben, dans ce cas-là, ça se fait, mais à la vitesse de la banque, c'est-à-dire demain ou après-demain, et avec une petite commission sympa aussi qu'il faut donc prévoir. Voilà. Tant que ça reste en local, il n'y a pas de commission hein, et tout est en clair. On peut prendre sa carte bancaire, aller payer ses fournisseurs, prendre son chéquier, aller payer ses fournisseurs, etc. Donc voilà, donc on a vraiment Incroyable. facilité la vie à un commerçant qui souhaite se doter de crypto. Mais c'est formidable. Au niveau des cryptos, on sait qu'il y en a énormément. Est-ce que à l'avance, c'est toi qui définis le nombre de cryptos que vous acceptez? Est-ce que c'est le client qui le définit? Est-ce que si je suis justement, donc quand j'ai client commerçant, si je suis le client du commerçant, est-ce que je peux payer dans n'importe quelle crypto-monnaie? Comment ça se passe? J'imagine que c'est limité. Alors, on s'est limité, mais on est ouvert, bien sûr. Nous, on s'est limité, je dirais, aux 10 premières cryptos du marché. Hein. D'accord. En dehors du Bitcoin, puisque le Bitcoin, il est différemment jugé hein, par la communauté. Hein. Aujourd'hui, le Lightning fait que. Parce qu'on est dans un magasin. Un magasin, on se doit la rapidité de transaction. Donc aujourd'hui, le Bitcoin en l'état avec la blockchain Bitcoin, c'est lent. Hein, c'est lent le temps de réponse, hein, donc le temps de validation d'une transaction. Donc le Lightning est en train d'arriver. C'est vrai qu'il fait ravage actuellement, c'est très bien. Et dès que c'est stabilisé, nous on l'intègre. Mais par contre, tous les clients qu'on a aujourd'hui, d'abord c'est eux qui décident quelle crypto, et donc quelle blockchain. De toute façon, nous, on est EVM, ça s'appelle EVM compatible, c'est-à-dire on accepte toutes les blockchains qui sont sous Ethereum, mais aussi on accepte Solana, on accepte. Et quand un commerçant nous dit je veux telle autre, telle chose, enfin telle blockchain ou telle crypto, on lui développe parce qu'on sait faire ça aussi, puisque c'est notre Bravo. métier. Hein, voilà. Okay. Donc, on a développé à peu près les 10 premières qui sont les plus utilisées. Hein, je dirais que c'est 90% du marché, c'est celles qu'on a mises. Après, le reste, au coup par coup, on est capable d'intervenir aussitôt. On a un système aujourd'hui, on a donc les applications qui sont embarquées dans les terminaux, dans les iPhones, etc. Tu peux même télécharger sur Apple Store notre application Pay9 et recevoir donc l'application sur ton téléphone et t'inscrire sur notre système. Et on a un dashboard aujourd'hui qui permet donc, sur ce dashboard, il permet aux commerçants d'avoir l'historisation de ces transactions, les factures, parce qu'on va jusqu'au bout de l'exercice. Hein. Le client, quand il fait une transaction, il reçoit aussi une facture. Hein, comme aujourd'hui, quand tu fais une carte bancaire, tu reçois aussi une facture. Donc nous, on va jusqu'au bout de l'exercice
Donc, le commerçant, il a tout sur son dashboard. Il peut rajouter, enlever, désactiver, activer. C'est vraiment son organe de décision. Hein. Donc, c'est un vrai dashboard sur lequel donc, il va avoir son chiffre d'affaires, les meilleures ventes, etc., etc. Et le client final, hein, le end user, peut avoir un dashboard équivalent, un peu peut-être moins sophistiqué, parce que voilà, nous, pour le commerçant, il faut déclarer les vendeurs, il faut déclarer, leur donner les droits de faire ci ou de faire ça, etc. Enfin, on a fait un vrai produit professionnel qui permet à un commerçant, comme aujourd'hui, un produit d'encaissement classique, hein, sauf que c'est juste on encaisse de la crypto. Donc voilà. Donc ça, franchement, aujourd'hui, je pense qu'on est excellent, sans vraiment prétention. On est excellent dans tout ce qu'on a proposé aux clients pour pouvoir, aider le commerçant. Et en plus, bien sûr, on l'accompagne, on le forme. On a des tutos en ligne pour qu'il puisse vraiment à tout moment. On a un système d'astreinte, tu vois, le week-end, le jour férié, etc. On est disponible pour nos clients parce qu'on veut vraiment les accompagner pour bien faire. Tu vois, voilà. Donc, il leur manque rien, quoi. Non, franchement, de ce point de vue-là, on ne manque pas du tout. On a essayé de réfléchir comme le monde d'avant pour le monde d'après. Franchement, on a fait comme aujourd'hui un commerçant. On ne le change pas. Il prend de la crypto, il prend de la carte bancaire ou des espèces. Pour lui, c'est pareil. Pareil. Ok. Moi, j'ai une question, Nadia. Je suis commerçant, je suis en train d'écouter le podcast et j'aimerais bien tester ta solution. Oui. Quel est le meilleur moyen de te contacter? Ben, écoute, c'est très simple. Sur notre site, dès que tu te connectes, tu as en haut « Inscrivez-vous ». Et moi, je reçois mes techniciens, les développeurs reçoivent donc la notification comme quoi il sait, parce qu'on va lui demander son IBAN, son SIRET, pardon, son nom, son mail, un minimum, hein, un minimum dans un premier temps. Parce qu'après, on passera au KYB une fois qu'il a testé pendant un certain temps et tout ça. Mais dans un premier temps, il suffit qu'il aille sur notre site et il s'inscrit. Et c'est simple, comme bonjour. Eh bien, super. Pour les personnes qui nous écoutent, vous avez le lien du site internet de Nadia dans la description. Donc, pour ceux qui regardent le format vidéo, on l'a mis en description plusieurs fois sur la vidéo. Mais ceux qui écoutent le format podcast, vous l'avez également dans la description. N'hésitez pas à cliquer pour aller regarder ce que fait Nadia. C'est formidable. C'est un travail incroyable. Moi, j'ai une question, Nadia. Actuellement, on sait qu'il y a encore des défis dans l'écosystème Web3. C'est encore un monde qui évolue, qui grandit. Toi, dans le système de paiement, donc système de paiement crypto, quels sont les principaux défis que tu rencontres actuellement? S'il y en a. Quel type, par exemple, de défis dont tu parles? Bah justement, la question, c'est est-ce qu'il y a des défis dans le système de paiement? On sait que dans l'écosystème Web3 en général, on dit que ce qui freine encore actuellement, c'est la confiance qui empêche l'adoption, même si on l'a dit qu'il y a plus de propriétaires de crypto, de détenteurs de crypto que d'actions. Mais il y a encore des gens qui se disent crypto égale scam, égale arnaque, etc., santé. Et donc, du coup, la question, c'est actuellement, toi, dans le système de paiement, que ça soit, alors j'imagine au niveau des clients, des commerçants, il n'y a pas beaucoup de freins parce que c'est déjà des détenteurs de crypto. Donc, ils ne vont pas aller acheter de la crypto exprès pour aller payer le coiffeur. Non. Cependant, pour les commerçants, quels sont les principaux défis que tu rencontres, toi, quand tu dois travailler avec eux? C'est quoi, le manque de connaissances, le manque de confiance? Ah oui, la formation, c'est primordial, je pense. Oui, c'est le premier, la première question. D'abord, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Et donc, comme ils ne connaissent pas, on a peur la conduite de changement, elle existe partout dans ce petit monde. De toutes les façons, tout ce qui ne vient pas de la banque, eh ben, c'est pas, voilà. Donc, on essaye d'expliquer que tout ce qui a été fait, c'est comme si c'était une banque. Pourquoi? Parce que
Celui qui détient de la crypto aujourd'hui, il a un wallet. Ce wallet-là, il n'est pas tombé du ciel. Il a dû faire présenter d'abord. Il y a une réglementation aujourd'hui européenne, hein, je ne t'apprends rien. En France même, on a une réglementation qui est tombée quand même fin 2019, qui aujourd'hui, si vous faites des plus-values, ben, vous payez des impôts dessus, 30%, comme si vous vendiez vos actions. Donc aujourd'hui, c'est considéré comme de la monnaie. Hein. Et d'ailleurs, je rajoute que c'est une monnaie, le Bitcoin est une monnaie. Pourquoi? Parce que le Salvador l'a élu comme monnaie nationale. Donc, dès lors qu'une monnaie est reconnue au niveau d'un pays, elle devient monnaie de fait. Donc, le Bitcoin est une monnaie sans discussion là, parce que il y a un pays qui l'a déjà. Alors, le reste, c'est en train de venir. Regardez les ETF. Aujourd'hui, les ETF comment dire, en Bitcoin, c'est sorti il n'y a pas si longtemps. Les ETF en ETH, donc avec Ether, c'est sorti aussi. Donc, ça y est, et on est en train de penser à Solana et on est en train de penser aux autres. Donc, c'est fini. Ça, c'est devenu une monnaie. Maintenant, une monnaie, ben, oui, elle a besoin de confiance. Je te dis, aujourd'hui, quand tu va créer un compte sur un site une plateforme d'achat et de vente de crypto, ben, on va te demander la même chose qu'on te demande dans une banque. Hein. On va te demander tous les documents qu'il faut, ton visage, ta carte d'identité, ton passeport, etc. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, c'est très dur, hein, et ils étudient pendant 2 jours pour te répondre oui, non, etc. Donc, honnêtement, c'est plus on ne peut plus avancer ce type je dirais comment dire, d'arguments fallacieux. Non. On ne peut plus dire ça. C'est pas vrai. Ça a eu peut-être un jour avant, tant que ce n'était pas à ce niveau. Mais aujourd'hui, ça se démocratise. Aujourd'hui, il y a des centaines de milliers d'entreprises qui travaillent sur la question. Il y a des employés. Des grosses entreprises, hein, des banques, il y a tout le monde. Il y a des banques qui travaillent sur la question. Regarde, il y a 2 banques déjà qui sont aujourd'hui, même je dirais 3, mais 2 banques, grandes banques, qui sont la Société Générale et le Crédit Agricole, qui sont paysannes. Pourquoi elles deviennent paysannes? Parce qu'elles ont besoin, surtout pour les ETF, etc., parce qu'il y a eu des clients qui sont allés démarcher leur banque en disant, écoute, si vous ne me proposez pas de la crypto, je vais voir la banque à côté, etc. Donc, ça y est. L'histoire c'est derrière nous, je dirais, l'histoire de la confiance. Et bien sûr, il faut juste être, bien sûr, comme dans tout système de paiement, il faut être très vigilant parce que l'arnaque, elle est partout. Que ce soit là, le bancaire, regardez combien de mails ou de SMS vous recevez par jour pour vous expliquer qu'il est le conseiller de la banque et ceci. Et les gens, les pauvres, se font, mais avoir à tout bout de champ. Donc, c'est pareil dans la crypto. Si jamais, ne donnez jamais votre site, votre carte, la phrase qui vous a permis de créer votre wallet. Il faut être très vigilant dans tout. Mais ça, c'est notoire, je dirais. Il n'y a même pas besoin. Comme la banque, comme tout, votre porte-monnaie, quand vous le laissez quelque part, votre vrai porte-monnaie avec des sous dedans, si vous le laissez quelque part, ben, celui qui passe, il n'a pas de nom, et même s'il a le nom, mais il le prend, il s'en va, hein, il ne va pas chercher midi 14 heures. Donc en fait, on est dans une vraie vie, un vrai monde où il faut faire attention, comme avant et comme après. Il faut faire attention, tout simplement. Donc, franchement, la confiance, pour moi, la confiance de la blockchain, c'est même aujourd'hui, c'est la meilleure des confiances qu'on peut avoir parce que c'est infalsifiable, immuable, c'est tout ce que vous voulez.
c'est vraiment des choses. Vous écrivez une transaction dans la crypto, dans la blockchain, elle est jusqu'à la fin du temps, jusqu'au temps à l'éternité numérique, en fait. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus que juste une adoption? Il faut l'adopter. Pour l'adopter, ceux qui en ont, on ne va pas demander à Madame Michu d'acheter de la crypto pour aller payer avec. Non, c'est dénué de bon sens. Et nous, en tout cas moi, je permets à ceux qui en ont plein les poches de venir le dépenser chez nos commerçants. Parce que nos commerçants ont besoin de nouveaux clients pour subsister, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le système, il est très dur pour les commerçants. On a des étrangers qui viennent et il faut leur permettre aussi de payer en crypto. Là, les Jeux olympiques, ils viennent de se finir. Et bien là, s'il y avait eu vraiment beaucoup de gens qui acceptaient la crypto, et ben peut-être qu'on aurait eu de la rentrée de crypto chez nous. Mais voilà, moi j'ai vu ici, c'est Visa. Alors là, bien sûr, moi je l'ai même posté sur LinkedIn. Visa, ici, on n'accepte que la carte Visa. C'est pour te dire que même Mastercard n'a pas réussi à avoir le marché des Jeux Olympiques. Donc, c'est Visa. Visa, c'est quoi? C'est la carte. Visa, c'est le premier avec Mastercard aujourd'hui sur le marché mondial. Donc, s'il y avait eu des gens, ici on accepte la crypto, je pense qu'il y aurait eu beaucoup de gens qui seraient allés acheter des produits, des vêtements, etc., des jeux. Et voilà, soyons libres. On est en pays de démocratie, et même dans le monde de la démocratie, il faut permettre à tout le monde de vivre comme il le souhaite, et surtout, bien sûr, avec toutes les assurances qu'il faut. Je ne discute pas l'assurance. Les assurances, il faut une garantie, ça, je ne discute pas. Je viens du monde de la carte, hein, donc du paiement. Et je sais que la confiance, elle est basée d'abord sur la garantie hein, aujourd'hui, mais permettons au système d'évoluer. Après, c'est le marché qui va décider. Ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Laissons le marché se faire. C'est tout. Ah non, c'est clair. C'est clair. J'ai une question par rapport à ça. Tu parlais de marché. On sait qu'il existe Payinnov et Payinnov Brésil. Tu es donc sur les deux marchés, aussi bien français que brésilien, ou je me trompe? Et actuellement, est-ce que tu as principalement des clients en France ou tu en as aussi du coup à l'international? Eh bien, écoute, aujourd'hui, on a effectivement la France avec les commerces qu'on a et on est en train de développer pour justement, là, on a une plateforme, par exemple, de restauration rapide qui va adopter notre solution et qui va la diffuser. Donc, j'espère qu'on sera bien connu et reconnu. On s'est rapproché d'un éditeur de logiciels de caisse qui lui a pas mal de clients et il va aussi proposer notre solution sur le marché. On est en train d'approcher aussi un grand groupe de la restauration pour y aller aussi et que la restauration devienne, le paiement crypto devienne juste un simple outil de paiement comme un autre. Voilà, donc nous, en France, on essaie de développer. Et puis à l'étranger, donc on est au Brésil, effectivement, parce qu'on a voulu l'Amérique du Sud, moi qui la connais par mon ancien monde, puisque j'ai dû y aller du temps où j'étais chez Ingenico pour justement mettre en place la monétique sur l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Et donc, du coup, je connais un petit peu le monde, en tout cas le Brésil, et j'ai débuté par le Brésil. Pourquoi? Parce que le Brésil très, très friands de la crypto. Hein. C'est des gens qui ont beaucoup de crypto. Et puis surtout,
ils ont une monnaie qui est très, très fluctuante, qui se dévalue, etc. Et donc là-bas, c'est le dollar, hein, c'est pas l'euro, hein, bien sûr. Et donc, du coup, la crypto, c'est une autre alternative pour eux. Donc, ça fonctionne. Et une autre ambition, c'est d'être bien développer le Brésil et aller aussi en Argentine, puisqu'on a aussi des entrées sur l'Argentine, et voir pourquoi pas la Colombie, etc. Enfin, l'Amérique du Sud, quoi. Hein. Voilà, pour l'instant. Voilà, dans un premier temps. Après, dans un troisième temps, on a des vues aussi sur l'Afrique, mais petit à petit, voilà, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Et puis, de toutes les façons, nous, on est là pour démocratiser la crypto. Donc, on fera tout pour qu'un jour, la crypto devienne juste une histoire ancienne et que, voilà, c'est un paiement comme un autre. Hein. On n'invente rien, hein. C'est juste, on permet à des gens qui en ont plein les poches, comme je le redis encore une fois, de pouvoir dépenser leur argent là où ils veulent, chez qui ils veulent. Ouais, totalement. Totalement. Donc, quand tu parles donc de commerce, je sais aussi que tu parles d'e-commerce, si je dis pas de bêtises. Donc, si je suis un e-commerçant et que j'ai une boutique physique, je peux aussi l'utiliser pour ma boutique en ligne, d'accord. Mais même si je suis 100% boutique en ligne, je peux aussi utiliser Paynum. Complètement, puisqu'on a un plugin pour les gens de e-commerce, hein, donc PrestaShop et WooCommerce, qui sont je dirais, 50% du marché PrestaShop ou WooCommerce. Et le reste, c'est des API, des gens qui ont développé leur propre site marchand. Donc là, du coup, c'est pareil, ils peuvent intégrer comme ça la main levée notre plugin. Donc au contraire, nous, que ça soit en ligne ou dans les magasins, on est présent. Voilà. On sait faire. Voilà. C'est très simple, mais c'est une petite formation, un accompagnement, et puis la chose est faite. Hein. C'est vraiment, on n'invente rien. On ne fait qu'utiliser ce qui existe dans le marché, c'est-à-dire les plugins. On a développé notre plugin. Les terminaux de paiement, on s'est adapté dessus. On a une APK aujourd'hui pour les Android. On a une Apple Store. Sur Apple Store, on a une application Apple pour pouvoir aller dans les terminaux, donc sur les téléphones Apple, etc. Donc voilà. Aujourd'hui, on est prêt à y aller. Ouais, même plus que prêt. Ça fait combien de temps maintenant que Paynov existe? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Ouais, donc en 3 ans, tu as fait énormément de choses. Bravo à toi. Merci. Et l'idée, elle est venue, je te pose la question comme ça n'a peut-être rien à voir, mais est-ce qu'elle est venue à la sortie du Covid ou de choses comme ça? Est-ce qu'on a beaucoup de gens qui sont lancés dans les cryptos et qui ont lancé leur activité sortie du Covid, surtout il y a 3 ans, ou ça n'a pas forcément eu d'incidence pour toi? Écoute, moi, c'était parti du fait que j'avais vendu donc ma première mon entreprise, et je me suis dit, qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Et ouais, c'est juste ça, de dire, mais qu'est-ce qu'il reste encore à faire dans le paiement? J'ai vécu tous les moyens de paiement. Hein. Moi, j'étais chez Ingenico, j'ai travaillé sur l'ensemble, les cartes privatives, les cartes bancaires, les cartes internationales, les JCB, les Amex, les Diners et tout ça, les cartes Accor, les cartes Edel, les cartes ceci, les cartes cela. Donc, en fait, j'ai travaillé sur toutes ces choses-là. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui reste encore? Et j'ai découvert la crypto, j'ai dit, mais encore un autre moyen de paiement, comme les cartes, comme les tickets restaurants, comme tout ça. C'est vraiment un moyen comme un autre. Et en plus, il est sécure, plus sécure que n'importe lequel. Moi, j'ai travaillé sur les cartes à piste hein, au départ. Hein. C'était les cartes à piste hein, avec encodé le numéro de carte, etc. Donc, la sécurité, elle était encore. Et j'ai vécu la carte à puce qui est arrivée, j'ai vécu tout ça, si tu veux. Donc, pour moi, c'est juste une continuité de moyens de paiement, une évolution des moyens de paiement qui te permet justement de proposer quelque chose de nouveau aux commerçants et que les commerçants puissent l'accepter aussi. Et là, il y a un vrai bullet point derrière, c'est que en fait, il y a énormément justement de commerçants qui voient cette
innovation financière de paiement arriver, mais qui ne savent pas comment le faire. Et toi, tu arrives et tu dis, écoutez, ben les gars, si vous êtes largués, il n'y a aucun problème, c'est normal, c'est un nouveau écosystème. Moi, je suis dans le système de paiement depuis longtemps, dans la crypto aussi. Donc, du coup, moi, j'ai allié les deux. Je vous explique comment faire pour l'accepter. Là, c'est vraiment smart. Actuellement, au niveau de, justement, bah, quand on se lance, on a besoin d'un maximum de partenaires, de prestataires. Actuellement, et même de clients. Actuellement, est-ce que de manière non Surtout. confidentielle, hein, est-ce que tu as déjà des partenaires qui sont peut-être visibles sur ton site internet ou des partenaires sur lesquels on peut connaître les noms? Ben, écoute, je me suis appuyée sur tous ceux qui savent faire quelque chose. Parce Trop que bien. je ne détiens pas la vérité. Moi, tout ce que je sais faire, c'est de permettre à un client de venir payer dans un commerce. Donc, Parfait. le client, il a été déjà lui-même, avant d'avoir son wallet, il a été déjà vérifié par tous les prestataires du marché aujourd'hui, quel que soit leur nom, hein, Synapse et compagnie. Donc, c'est des spécialistes. Ils ont vérifié. Nous, on les utilise aussi pour, si jamais un commerçant, je t'ai dit, nous demande au premier euro de vérifier, etc., on est capable en temps réel de nous connecter sur nos partenaires, avec nos partenaires, pour pouvoir vérifier la véracité du wallet et donc la transaction et donc d'où vient l'argent, etc. D'un point de vue, comment dire, d'un point de vue, pareil, j'en ai pas parlé, mais il faut que j'en parle aussi. D'un point de vue, par exemple, ceux qui vont recevoir de l'euro, cela, Ouais. pas de discussion, l'argent a été déjà converti, il n'y a rien à faire, ça rentre dans il va payer, le commerçant va payer sa TVA comme à l'habitude, et l'argent est sur son compte, BNP ou pas BNP, enfin compte bancaire, je veux dire. Donc voilà. Après, ceux qui veulent avoir de la crypto, garder de la crypto, ou même garder en gros soit la crypto volatile, soit le stablecoin. Dans ce cas-là, nous, pareil, on s'appuie sur justement des partenaires qui savent gérer la partie comptabilité. Parce que Mmh. toute l'histoire, quand même, elle est en comptabilité. Hein. Il faut bien que le comptable reçoive l'argent du produit, le gère, fait payer la TVA, etc., etc. Donc ça aussi, on s'appuie sur des spécialistes. Hein. Alors, ils sont un peu sur notre site, mais c'est les spécialistes aujourd'hui du marché. Hein. Ils existent tous, ils savent faire, que ce soit pour le client final, utilisateur ou pour le commerçant, ils savent faire. Et nous, on génère un fichier, on appelle FEC, c'est-à-dire un fichier d'écriture comptable qui est directement ingéré ou digéré, comme on veut, dans la comptabilité du commerçant, chez son comptable, et l'affaire est close. Donc, en fait, on s'appuie sur à chaque fois qu'il y a le cours, par exemple, ben, on va chercher sur CoinGecko le meilleur cours et on fait la moyenne du cours pour voir le meilleur prix, etc. Donc, en fait, nous, on est un pont entre tout ce petit monde et on met en musique ben, chacun des spécialistes. Si c'est un spécialiste de la sécurité, ben on va faire appel à lui pendant une transaction. Si c'est pour une conversion, ben voilà, ça s'appuie aussi, etc. Donc en fait, honnêtement, je dirais, c'est pas qu'on fait rien, mais en tout cas, on a mis tout ce qu'il faut, point par point, on a fait une continuité du bon, ouais, Du bon déroulement du système du de paiement. bon déroulement d'une transaction de A à Z. Voilà. Aujourd'hui, une carte bancaire, qu'est-ce que tu veux? Tu la lis, tu composes ton code, tu fais une demande d'autorisation. Le soir, ça se télécollecte. Voilà, Mmh. c'est aussi basique que une transaction bancaire. Donc moi, qui connais tellement le monde d'avant, franchement, j'ai rien fait d'extraordinaire pour le monde d'après, puisque c'est la même chose. En Ouais, et plus, puis, c'est sûr. En plus, c'est sûr. En plus, c'est sûr. En plus, c'est que. mais Parce totalement. qu'aujourd'hui, chez les commerçants, tu laisses ta carte, s'ils gardent les cartes bancaires, les cartes, les numéros de carte,
Ben, s'ils sont hackés, ça y est, tu as entendu aujourd'hui la sécurité sociale qui s'est faite hacker, le PMU qui s'est hacké, enfin bref. Là, la crypto, ça ne hack pas, hein, c'est la blockchain. Il n'y a personne qui peut hacker. Ouais, et Sauf puis une si on réponse. a donné les moyens, on a donné les clés pour ouvrir. Mais si tu ne donnes pas les clés, personne ne peut hacker. Ce n'est pas possible. Totalement. Totalement. En tout cas, bravo, vraiment bravo pour ça, Nadia, parce qu'on voit vraiment la puissance qu'il y a derrière. Et peut-être je pourrais rajouter une chose, c'est que il y a beaucoup de commerçants qui se disent, ouais, moi les cryptos, j'y connais rien. Ok, certes, je ne veux pas l'utiliser, je ne connais rien. Mais en vrai, est-ce que vraiment vous savez et que vous comprenez la technologie qu'il y a derrière Visa, Mastercard ou même un simple virement? Non. Et Non. pourtant, vous l'utilisez tous les jours. Et pour la crypto, ça va être la même chose. Cherchez pas à regarder la partie technique, cherchez pas à aller dans les trucs qui sont très compliqués, parce que c'est pas si compliqué que ça. Mais la technique, en général, on regarde pas comment ça fonctionne, on regarde les cas d'usage. Et les cas d'usage, c'est comment ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne bien, est-ce que c'est sécurisé. Et là, Nadia vous a expliqué que oui. Donc vraiment, allez à fond là-dessus et vous posez-vous moins de questions sur la partie technique. Ça, c'est super important. Surtout que si c'est adopté de plus en plus et partout, c'est forcément qu'il y a une grosse valeur. Moi, Nadia, j'avais une question par rapport à justement, on voit ce qui est en train de se faire et comment c'est en train d'évoluer là, donc entre le mode passé et le présent. Moi, j'ai un peu une question qui vient par rapport au futur. Comment tu vois justement le futur des cryptos, de l'adoption, dès l'adoption des systèmes paiement en crypto dans les commerçants? Comment tu vois, je sais pas, une projection sur les 5 prochaines années? Et aussi, du coup, comment tu vois et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Payinov pour ces 5 prochaines années? Alors, pour moi, Question piège, non? non, non, c'est pas un piège, c'est une vraie question, hein, qu'il faut se poser. De toute façon, je ne suis pas Madame Irma pour te dire ce qui va se passer dans 5 ans. Tout ce que je souhaite, c'est que ça continue, que La courbe la évolue. courbe, voilà, que la courbe continue d'évoluer, parce qu'aujourd'hui, on était à 12% au début de cette année, là, on est en septembre. La prochaine fois, c'est la date avec le KPMG qui font toujours une étude en début d'année. La prochaine fois, on ne doit pas être très loin de 15-20% d'adoption. Donc les gens, et puis les jeunes, il y a une typologie de jeunes aussi qui rentrent. Aujourd'hui, Lydia a fonctionné à merveille avec les jeunes. Je t'envoie un Lydia, tu m'envoies un Lydia de 10 euros, de 5 euros et tout ça. Ça a fonctionné. Aujourd'hui, c'est devenu carrément basique. Et ben, demain, en tout cas, je l'espère, c'est que la crypto devienne un vrai transfert moyen. Aujourd'hui, moi, je dis dans le paiement, mais tout ce qui va permettre d'envoyer de l'argent à l'autre. Donc, aujourd'hui, le paiement, c'est normal. On envoie l'argent à celui qui a fourni une prestation, un commerçant. Demain, on a eu, par exemple, une association de notaires qui veulent se faire payer aussi en crypto. Toute la partie, bien sûr, qui leur appartient, hein, pas la partie administrative. Hein. Ça, toujours, tant qu'on ne peut pas payer ses impôts en crypto, c'est difficile aujourd'hui. Mais pourquoi pas tout ce qui est transactionnel, en fait, hein, c'est ça. Il y a des coachs, par exemple, qui aujourd'hui se font payer en crypto. Il y a des formateurs qui se font payer en crypto. Voilà, donc c'est un nouveau monde. Et encore nouveau par quoi? C'est juste par le moyen de paiement, parce qu'on achète toujours le lait, on achète toujours le pull, on achète. De toute façon, on achètera toujours quelque chose. Et il faut la payer. Et pour la payer, il y a des moyens. Et ça fait partie d'un des moyens. Donc, plus ça. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'aujourd'hui, les commissions bancaires par rapport aux commissions crypto, c'est Ça n'a rien à même voir. pas. Ouais, voilà. Donc, ça va peut-être aider les commerçants à voir un peu plus loin, se dire voilà, moi, je permets
de toute façon, il faut que la carte bancaire aujourd'hui, elle est à 95% présente dans les magasins. Donc, de toute façon, celui qui ne prend pas la carte bancaire, ben, il perd des clients. Et ben, demain, celui qui n'aura pas la crypto, il perdra aussi des clients. Donc, Ah, totalement. c'est complémentaire. Moi, je ne veux pas les banques normales qu'elles appliquent ce type de, de commissions. Pourquoi? Parce qu'elles ont investi dans tout un système aujourd'hui mondial, etc., avec Swift, avec les réseaux bancaires, etc., etc. La carte coûte cher, etc. Donc, je ne discute pas les commissions bancaires. Ils ont des gens aussi qu'il faut payer, enfin bref, tout ça. Donc, mais la crypto aujourd'hui, elle est encore abordable, c'est abordable. Un commerçant reçoit de la crypto et il a des commissions beaucoup, beaucoup moins élevées qu'une transaction bancaire. Donc, il faut qu'il utilise cette manne, cette possibilité de l'utiliser. Voilà. Donc, c'est ça ce que je veux dire pour l'avenir, pour les 5 ans. Pour moi, ça ne peut que croître. Ça ne pourra que croître. Pourquoi? Parce que l'être humain, il est comme ça. Il aime bien se développer dans des choses. Et puis c'est un argument. Aujourd'hui, si on est en euros, dès qu'on est aux États-Unis, c'est du dollar, il faut convertir. Et si je suis en Chine, je convertis. Là, la crypto, j'envoie de l'argent de là en Afrique du Sud. Non seulement il arrive dans les secondes ou les minutes, mais en plus, c'est une monnaie mondiale. Ce n'est pas une monnaie nationale, c'est mondial. Ouais, voilà. C'est sûr. Donc, j'envoie du bitcoin à n'importe qui, il le convertit dans la monnaie de son pays quand il veut ou pas, sauf s'il a des commerçants qui acceptent la crypto en question. Mais tu te rends compte, c'est-à-dire que si on arrive à mettre un maillage mondial, eh bien, il n'y a plus besoin de convertir en fait. L'argent arrive de suite, c'est mondial, ça se comprend de partout. Nous, notre logiciel, il parle français, il parle anglais, il parle chinois, il parle portugais, il parle espagnol. Voilà, nos applications, je veux dire. Donc, honnêtement, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Juste obtenir le maximum de clients et de faire adopter cette crypto qui paraît l'Himalaya, mais en fait, c'est même pas le Mont Blanc, même pas le Mont Blanc, même pas. C'est même pas le pont d'autoroute du quartier. Même pas. C'est juste le bon sens paysan qu'il faut juste adopter. Si on veut vraiment se rendre libre, la crypto elle ne connaît pas ni les vacances, ni les jours fériés, ni le soir, ni la nuit, ni le matin. On envoie à n'importe quelle heure de la journée, de n'importe quand, le samedi, le dimanche, ça arrive de l'autre côté, il n'y a pas de discussion. Enfin, voilà, c'est un autre monde qu'il faut qu'on adopte aussi. Ok, bah parfait, merci pour ça et merci vraiment pour l'explication. Quand on se lance dans une activité de paiement, comme tu le fais, est-ce qu'il y a de la réglementation? Comment ça se passe, la réglementation? Est-ce que justement, il y a aussi des défis qui sont réglementaires? Est-ce que toi, tu as dû avoir de la réglementation ou pour le moment, ce n'est pas nécessaire? Est-ce que tu peux nous en dire plus? En effet, si je devais convertir moi-même ces cryptos pour mes clients, oui, je serais obligée d'être PESAN, voire VASP, pour pouvoir gérer la monnaie, en fait. Hein, c'est ça le deal. Donc, pour l'instant, nous, on n'est que comment dire, un pont entre deux personnes. C'est ça s'appelle du peer-to-peer, hein, c'est-à-dire du wallet du client vers le wallet du commerçant. Nous, on intervient où? Juste que on vérifie que ça se passe bien dans la blockchain. On n'a aucune
aucune influence sur une transaction. Donc, on ne peut pas modifier le prix, on ne peut pas modifier rien, rien. Tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, même quand tu achètes de la crypto en ligne, tu achètes une crypto, tu mets ta carte bancaire, on t'envoie tes cryptos, tu n'as aucun moyen d'intervenir sauf à faire plus rapide, moins rapide, parce que les mineurs vont être payés un peu plus, un peu moins, etc. Mais aujourd'hui, nous, on est vraiment une interface technique entre deux mondes, le monde de l'utilisateur et le monde du commerçant. Voilà. Donc pour l'instant, MiCA est en train de se mettre en place pour l'Europe, hein, mais il n'y a pas de MiCA ni aux États-Unis, ni en Afrique du Sud, ni en Amérique du Sud, ni nulle part. Il n'y a que chez nous. Voilà, bon, chez nous, on aime bien réguler avant de tester. Les autres préfèrent tester avant de réguler, mais voilà, donc il faut s'adapter. Hein. De toute façon, s'il faut réguler, ben, on régulera. Donc, en tout cas, nous, l'idée de Paynov, c'est qu'on devienne VASP. Donc, on va demander donc une certification VASP, hein, donc pour pouvoir opérer sur l'Europe entière. L'Europe, pas le monde, malheureusement. Mais le monde, c'est différent. Chaque continent et chaque pays va être un peu particulier. Donc, on va le faire là courant 2025. Et on est en train aussi de travailler sur la partie PSP. Donc, on deviendra aussi un prestataire de services de paiement pour pouvoir opérer et surtout pouvoir offrir à un commerçant une solution complète, de la carte bancaire à la crypto. Voilà, comme ça, il aura tout made in Paynov. Wow, bravo pour ça et bah, force à toi. Ça fait encore des grands défis qui arrivent dans les prochains mois. Ouais, bravo à toi. En tout cas, voilà, on voit que tout est carré, que tu fais bien les choses et ça te représente bien parce qu'on voit que voilà, depuis que tu es dans le monde pro, tu as fait une carrière qui est assez formidable dans différentes grosses boîtes, etc. Donc vraiment, je pense que ça t'a permis justement d'apprendre beaucoup de choses. Et quand on parle d'apprentissage, justement, grâce à ces nombreuses expériences, quelle a été peut-être la plus grosse leçon que tu as apprise dans ta carrière ou au cours de ces dernières années, notamment dans le domaine monétique et paiement? Ah là là, j'en ai eu pas mal. J'en ai eu pas mal et j'en ai une qui me tient à cœur parce que si on l'avait vraiment, c'est pas négatif, mais c'est pour te montrer quand même qu'on est précurseur de plein de choses en France et que malheureusement, quand ça ne dépend pas de nous, ben, on n'y peut rien et ça ne peut. Voilà. C'est ma solution c'est la solution que j'avais mise donc de paiement. On est en 99, 2000. Je mets en place, donc je suis au GIE carte bancaire et je viens du monde d'Ingenico, donc le vrai monde technique. Et je vois les téléphones, je fais une petite étude de marché à l'époque, il y avait à peu près 14 millions de personnes de téléphones sur le marché. Hein. Il y avait à peu près 10 millions pour France Télécom, ou 9 millions pour France Télécom, SFR devait avoir 2 ou 3 millions, et Bouygues devait avoir 2 ou 3 millions, donc ça fait 14 millions. Donc je me dis, tiens, c'est un véritable moyen de paiement, en tout cas d'outils de paiement, hein, d'outils. Pourquoi je n'utiliserais pas mon téléphone pour devant un distributeur de billets, lui dire écoute, donne-moi de l'argent, je fais tout sur mon téléphone et lui, il me donne juste mon argent. Je suis dans un taxi, pareil, je lui paye la chose depuis mon téléphone. Je n'ai pas besoin de rentrer ma carte sur un terminal, etc. Donc, j'avais fait vraiment de cette manière-là, je me suis dit, c'est la meilleure solution qu'on puisse mettre en place. Donc, on l'a faite. J'ai réussi à convaincre France Télécom Mobile, à l'époque FTM. Motorola a changé un terminal qui s'appelle le StarTAC. Il l'a changé puisque c'était un téléphone avec un clapet qui se fermait.
Donc, on a dû utiliser le lecteur carte bancaire à la place donc, de la SIM et ils ont rajouté au-dessus un petit add-on pour mettre une clé USB, enfin une carte SIM dessus. Et le projet a été présenté au salon retail. Alors à l'époque, ça s'appelait Salon Carte. On l'a présenté, il a été, mais vraiment tout le monde en parlait. Ça s'appelait E.T. Achat. Donc tout le monde en a parlé. J'ai été interviewée par des Américains, des Anglais, des Allemands, des Français. Je suis allée à l'atelier de la BNP le présenter. Enfin bref, ça avait fait le tour, je dirais, le tour du monde. Pas du monde, mais en tout cas le tour d'un certain. Tout le monde était ah ouais, mais ça c'est une vraie solution. On a fait même des tests avec Aquarelle en ligne pour acheter. Moi j'ai même des CD, je peux te montrer ça. Franchement, c'était des CD où il y a eu d'enregistrer par exemple un monsieur dans le taxi qui voulait offrir des fleurs à sa femme parce que c'était la Saint-Valentin et donc depuis son téléphone, il achetait les fleurs et envoyait le fleuriste qui venait livrer sa femme. Enfin, c'était vraiment un truc de fou. C'était possible. On est en 2000, hein, avant Lydia, avant tout ça. Et on a fait ça pendant 1 an, 2 ans. Ça a bien fonctionné. Tout après, une fois que France Télécom est parti, il y a eu du Bouygues, du SFR. Moi, j'en ai à la maison des StarTech, des téléphones de chez comment ça s'appelle, de chez Sagem qui s'est mis à faire aussi du terminal comme ça. Enfin bref, tout le monde s'est mis, c'était vraiment parti. Et malheureusement, ce qui est arrivé, c'est qu'on devait passer, les banques devaient signer un contrat avec les opérateurs pour pouvoir donc leur permettre parce que un téléphone, c'est la responsabilité d'un opérateur. Ouais. Hein, la SIM qui est dedans, c'est l'opérateur. Donc, il appartient à l'opérateur. Et la carte bancaire, elle appartient à la banque. Hein, parce que nous ne sommes que des porteurs de cartes. La carte que tu détiens n'est pas ta carte. Tu n'en es qu'un porteur. Et donc, il fallait passer. Donc, moi, au départ, quand j'ai lancé le projet chez OGIE Carte Bancaire, je leur ai dit écoutez, moi, j'ai 3 solutions. Soit on met notre application bancaire dans la carte SIM, soit les opérateurs mettent la carte SIM dans notre carte bancaire, soit chacun chez soi. C'est-à-dire une carte bancaire dans un lecteur et une carte SIM dans un lecteur. Ça a été statué, on met chacun chez soi et on est parti sur ça. D'accord? Pourquoi pas? Sauf que le fait qu'il y ait chacun chez soi, à un moment donné, quand on compose son code sur un téléphone, etc., l'application, elle est quand même chez l'opérateur. Enfin, sur le téléphone. Et à cette époque-là, ce n'était pas encore aussi développé que maintenant. Que maintenant. Donc, du coup, les banques ont pris peur. Elles ont dit, non, nous, on est des banques, donc nous, on maîtrise le bancaire, donc les flux bancaires, et les opérateurs ne doivent s'occuper que des flux de transvaser leur métier, qui est les tuyaux. Ce sont que des tuyaux. Et donc, elles ont arrêté, elles n'ont pas signé le contrat qui devait faire marcher ce type. Ils ont mis 20 ans pour que maintenant seulement ça fonctionne. Que tu as entendu parler de Paylib, tu as entendu parler de tout ces. C'est dommage. C'est fou. Parce le temps perdu comme ça parfois. Un temps perdu. Il a fallu que les GAFAM arrivent, que tu payes avec PayPal et que tu payes avec Pay machin. C'est triste. Donc, je me dis, il ne faut pas que la crypto, on la rate dans les mêmes conditions. Parce que si on fait la même chose que ce qu'on a fait pour le téléphone mobile, on sera encore has-been et on se fera encore coiffer comme d'habitude. Voilà. Donc, c'est mon seul regret, si tu veux.
Mais sinon, tout ce que j'ai fait, c'était génial. Tout ce que j'ai réussi à faire on a été mettre la monétique en Afrique. J'ai fait tous les pays d'Afrique, que ce soit le Bravo. Gabon, Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire et tout ça. On était les premiers, Ingenico était le premier à installer un magasin qui s'appelle au Gabon, dans une ville qui s'appelle Libreville. Le magasin s'appelait Mbolo. Franchement, on était les premiers à installer tous nos terminaux dans un magasin, un supermarché, hein, où les gens venaient avec les cartes bancaires. À l'époque, c'était aussi le début de la carte bancaire. Wow. J'ai vécu vraiment des moments merveilleux. Honnêtement, je ne regrette en rien ce que j'ai fait. Je trouve que ce que j'ai fait, c'est beau. C'est très, très beau. Ah, après, quand on parle de leçons apprises, c'est des choses positives, ça peut être des choses négatives, ça peut être Oui, vraiment plein de choses. Et là, on voit que effectivement, bah, tu as un background qui est incroyable, qui est exceptionnel et qui t'a permis justement d'apprendre et de voir énormément de choses. Nadia, moi, j'ai une dernière question. On arrive gentiment à la fin du podcast. bien Et sûr, avec plaisir. le dernier sujet du podcast, on laisse toujours le mot de la fin à notre invité. Donc, le mot de la fin, ça peut être une anecdote, ça peut être un sujet que tu voulais traiter ou qu'on pourrait traiter et sur lequel tu voudrais démarrer. Ça peut être un sujet qu'on a commencé, mais sur lequel voilà, tu voudrais rajouter des précisions, peu importe. Tu as ce mot de la fin, ça peut durer 10 minutes, 5 minutes, 30 secondes, c'est toi qui décides. On t'écoute. Ben, écoute, je te remercie en tout cas de m'avoir permis de parler beaucoup de ce que j'ai fait, pas de moi-même, parce que moi, Bravo. j'étais qu'un numéro, j'étais qu'un maillon de la chaîne, hein, parce que j'ai travaillé beaucoup avec des équipes. On m'a fait confiance. J'ai travaillé avec Jean-Marie Messier. J'ai travaillé avec des grands de la place. Honnêtement, je suis ravie d'avoir fait ce que j'ai fait. Je te dis, j'étais la 8e chez Ingenico. J'ai fait le tour du monde pour Ingenico. Oui. Mm. Je suis restée 7 semaines en Australie pour monter l'Australie. Vraiment, je suis ravie de ce que j'ai fait. Et si c'était à refaire demain, je referais la même chose. Ah, je t'assure, vraiment, je suis quelqu'un de passionné dans ce que je fais. Et j'ai vécu vraiment les débuts de la monétique et des paiements. Hein, donc, puisque les paiements avec Roland Moreno qui a inventé la carte à puce, qu'on a réussi quand même à mettre en place dans les années 90, etc. Moi, je suis sortie d'école en 85, donc voilà, ça me rajeunit pas, mais en tout cas, j'ai vécu vraiment l'évolution, toute l'évolution, rien que l'évolution du paiement. J'ai œuvré, je suis allée pour les banques, j'ai vécu les débuts du paiement, du e-commerce, donc paiement en ligne, qui était pas une petite affaire, puisque pareil encore. Visa et Mastercard se battaient pour avoir qui allait avoir le meilleur, la meilleure solution. Donc, c'était C7 qui est le Chip Secure Electronic Transaction, ou Visa avec son SET qui est justement Secure Electronic Transaction. Donc, c'était des nouveaux process ou de procédés du paiement en ligne pour sécuriser, etc. etc. Donc, je suis allée aux États-Unis, j'ai battu pareil, disons, je me suis battue pareil à la Commission européenne pour le GIE carte bancaire, puisque à l'époque, ce n'était pas aussi développé que maintenant, le fait que la carte à puce devait être une révolution partout. D'ailleurs, une fois qu'en 96, le brevet de Moreno est tombé puisqu'il a eu 20 ans en 96, et aussitôt Visa nous a dit, mais c'est inventé here. Donc ils avaient le syndrome, on appelle ça le syndrome du NIH. Donc tout ce qui n'était pas au départ inventé chez eux,
ils n'en voulaient pas. Et puis, une fois qu'il est tombé, tiens, c'est bizarre. On a eu les premiers comment dire, les premiers process qui s'appellent EMV, hein, puisque nous, on travaillait sur la B0', la B. Enfin, c'est des masques de carte à puce dont je parle. Hein, je parle de technique, là. Et à partir de 96, on nous a sorti un nouveau concept qui s'appelle EMV. Hein, donc, E comme Eurocard, M comme Mastercard et V comme Visa. Et on nous l'a imposé, et il l'a imposé non seulement à l'Europe, qui était détentrice quand même des nouveaux, en fait, qu'on était les premiers à faire ça, parce qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, la carte à puce aux États-Unis, mais il n'y en a pas, hein, c'est de la carte à puce. Hein, l'Américain moyen, il sort les cartes, il en a 10 000 sur son portefeuille, et toutes c'est des cartes. Et en plus, le système américain, c'est un système de crédit et non pas de débit, comme chez nous. Hein. Donc, eux, ils se rémunèrent sur le crédit. Hein. Toute transaction est un crédit. Alors que chez nous, ici, c'est du débit. Hein. Aujourd'hui, on est en train d'arriver au crédit. Hein. Pareil, les cartes, elles s'appellent cartes de crédit. Alors que c'est une carte de débit. Hein. Ouais. Mais bon, on vit aussi avec le monde et on vit et on change un petit peu tout ça. Mais voilà. Donc, ça évolue, hein, ça évolue. En Suisse, par exemple, on a le choix des deux. Quand tu vas à la banque te propose, est-ce que vous voulez une carte de crédit, une carte de débit direct, ou vous pouvez avoir les deux en même temps. Donc, deux cartes, une carte de débit direct, une carte de crédit. Et en fait, au début, quand je suis arrivé en Suisse il y a plus de 20 ans, en fait, on donnait automatiquement des cartes de débit, sauf que les cartes de débit, elles passaient pas partout. Quand tu voulais faire des paiements en ligne, tu ne pouvais pas, parce que les cartes de débit, en fait, elles n'ont pas ce système de relief. Tu ne pouvais pas faire de caution, tu pouvais rien faire, tu pouvais juste payer. Exactement. Oui. Et donc, du coup, après, moi, je me suis dit, je vais aussi prendre une carte de crédit. Du coup, je me suis dit, comme ça, je pourrais payer en ligne. Mais je me rendais compte qu'en fait, quand je payais, ça ne sortait pas de mon compte. Et à la fin du mois, je recevais une facture et je devais payer la facture de ce que j'ai fait, un peu comme fonctionne Amex, etc. C'est ça. C'est fou. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui, mais débit différé, en fait, c'est du débit différé, c'est-à-dire c'est un crédit et qu'on te met bien sûr un taux de crédit, etc., etc. Non, mais honnêtement, si tu veux, j'ai tellement vécu l'évolution du paiement depuis sa genèse jusqu'à maintenant. Donc, ce qui est en train d'arriver, ce n'est que les améliorations, l'utilisation au quotidien. Voilà, on va vers le bon sens. On va vers le bon sens puisque c'est notre quotidien. La carte, c'est vrai, est devenue un produit inévitable. Hein. Aujourd'hui, elle n'est plus même qu'une carte physique, mais elle devient aussi une carte virtuelle que tu as dans ton Apple Store, ta Apple Pay, ou tu as ou chez PayPal, tu as des comptes. Enfin bref, voilà, on a changé de monde, on a changé, on a évolué. Le Web 3, on a rajouté pas mal actuellement, c'est pareil avec tout ça. Donc, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Moi, je me dis, et je le redis encore, mon slogan auquel je tiens beaucoup, c'est je dis qui mieux que Nadia Domek, spécialiste des paiements et pionnière en crypto, peut relier parfaitement les systèmes traditionnels et les transactions de crypto-monnaie pour votre commerce. Donc, c'est génial. Je suis partie sur le slogan de Renault qui dit qui mieux que Renault peut entretenir réparer votre Renault, entretenir votre Renault. Je me dis, honnêtement, si on m'écoutait, enfin, si j'arrivais au moins à être une petite brique dans cet édifice, c'est tout le bonheur qu'on se souhaite, en tout cas que je souhaite à la crypto, parce que je suis sûre que ça va devenir mais vraiment une histoire ancienne et que tout le monde dise bon, on parle de crypto, mais en fait c'est quoi la crypto? C'est rien, c'est juste un moyen de paiement. Bien sûr. Après, bien sûr, ce qu'il faut, c'est pouvoir acheter avec sa crypto une maison, acheter une voiture, acheter un voyage, ça commence, acheter quoi, c'est bêtement. Consommer en crypto. Consommer en crypto. Voilà, c'est pas sorcier, c'est pas compliqué. C'est juste qu'il faut qu'il y ait des solutions sur le marché
qui soit apte à le permettre. C'est tout. Parfait. La technique, elle est là. Tout est là, en fait. Tous les ingrédients sont prêts. Il suffit juste de l'utiliser. Vivement les prochains mois et les prochaines années pour voir cette évolution et cette évolution avec toi, Nadia. En tout cas, merci vraiment pour tout ce que tu nous as expliqué dans le podcast, pour toute la valeur que tu as apportée. Bravo encore une fois pour tout ce que tu fais. Et force à toi pour la suite, là, parce que Paynov, c'est que le début. 3 ans dans l'écosystème des cryptos, on sait que c'est le début et que le temps est devant. Et voilà, j'invite tous les commerçants qui nous écoutent à contacter Nadia directement sur le site Paynov. Vous avez les liens dans la description. Et voilà, si vous avez besoin, vous pouvez aussi la suivre sur LinkedIn. Elle est ultra, ultra présente et elle partage beaucoup, beaucoup d'informations. Merci Nadia pour ton temps. Merci, merci. Et longue vie à Paynov Labs. Eh ben, longue vie à Paynov Labs. Merci. À très vite. À très vite et merci à toi, Jean, pour ce moment de partage, hein, vraiment de partage. Et j'ai été vraiment ravie de pouvoir discuter comme à la maison avec toi. Trop cool. À très vite. À très vite. Au revoir.